Oui, donc bonjour à tous. Vous avez eu le temps de détailler les deux photos qui sont donc sur l'écran actuellement, que je vous remets en plus grand d'ailleurs, qui sont à prendre au deuxième degré, bien sûr. J'ai trouvé que c'était intéressant, cette image de l'architecte, bien habillé avec une belle voiture, et puis celle aussi confrontée avec celle de l'entrepreneur, qui était Jean Prouvé donc à l'époque. Donc quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, bien sûr. Et ce qui m'intéresse également, c'est justement de montrer non seulement ce rapport de l'architecte et du constructeur, mais aussi ces rapports très très particuliers qu'ont entretenu cet architecte très particulier avec cet entrepreneur très particulier. Donc, dans un premier temps, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différence de génération entre les deux. Donc il y avait une génération, tout simplement une génération d'écart, ce qui n'a pas eu l'air d'ailleurs de les gêner énormément puisqu'ils ont beaucoup collaboré. Mais c'est intéressant aussi de voir ce rapport qui est de plus en plus détaillé, je dirais maintenant, au fur et à mesure qu'avancent les études sur Tony Garnier et sur Jean Prouvé. C'est-à-dire un rapport qui est assez compliqué, on le verra, mais également extrêmement positif. Alors, ce que j'ai trouvé aussi qui m'a interpellée, alors que je me souvenais plus vraiment de la chronologie, c'est que ces deux artistes, architectes, constructeurs, etc., on leur a consacré donc une exposition, à chacun une exposition monographique qui se sont succédées. C'est-à-dire que la première a été consacrée à Tony Garnier en mars-mai 90. Et la seconde à Jean Prouvé juste après. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, ne m'avait pas du tout frappé, alors que c'est finalement très significatif des recherches qui étaient menées autour des deux personnages, donc un petit peu en retard par rapport à la chronologie pour Garnier, et également au niveau de la scénographie. Alors j'ai pu admirer la scénographie de l'exposition des archives municipales, que je trouve vraiment très très bien réussie, et qui par rapport à la scénographie de Beaubourg, au début des années 90, est beaucoup plus légère, mais en même temps présente un Tony Garnier, je dirais, beaucoup plus vrai que celle de Beaubourg, qui, elle, était beaucoup plus académique, enfin, qui insistait sur le côté académique de Tony Garnier, qu'on a vraiment dépassé maintenant. Ce qui était intéressant quand même, c'était cette présentation de la ville, de la cité industrielle, qui était posée par terre et sur laquelle on pouvait déambuler. Donc il y a une partie d'ailleurs de la maquette que vous voyez en bas, qui est présentée dans l'exposition actuelle. Au contraire, l'exposition consacrée à Jean Prouvé, qui était la première grande exposition monographique, la scénographie a été confiée à Renzo Piano, qui est l'architecte, comme vous savez, du Centre Pompidou, et qui a voulu là montrer un homme d'atelier, avant tout un homme d'atelier, avec des maquettes qui, pour la plupart, avaient été reconstituées d'ailleurs, des éléments d'architecture, qui avaient été aussi pour la plupart reconstitués, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore identifié tous les bâtiments de Prouvé démontables qu'on trouve maintenant sur le marché. Mais avec ce côté, justement, entrepreneur, homme d'atelier, homme de prototype, de recherche, etc. Donc quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce statut de Prouvé qu'on n'arrivait pas tellement bien à identifier, d'autant moins qu'il y avait très peu de recherches qui avaient été menées sur ce sujet jusqu'à cette époque-là, et qui donc mettait de côté un petit peu ce côté artiste qu'on peut maintenant beaucoup mieux pointer chez Prouvé. Ces deux expositions ont eu également le grand mérite de pouvoir faire émerger des archives, puisque dans le cas de Tony Garnier, les quelques 400 boîtes qui sont conservées aux archives municipales n'avaient pas été ouvertes. Pour Prouvé, les fonds venaient seulement d'être déposés aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Elles n'étaient absolument pas identifiées non plus. Et donc, ça a été vraiment des monographies qui ont permis de faire démarrer cette connaissance sur les deux hommes. Autre point commun,
l'organisation également à Nancy comme à Lyon d'expositions locales et donc de recherche locale très spécialisée. Alors sur Lyon, c'était donc une recherche et des expositions sur les élèves de Tony Garnier, et on verra à quel point ça a été important. Et sur Prouvé, sur justement l'inventaire de ces réalisations en Lorraine, qui n'avaient absolument pas été dressées jusque-là. Alors, dès maintenant, je vais essayer de trouver, enfin, j'ai essayé de chercher quels étaient les rapports entre Tony Garnier et Nancy. Et le premier, c'est qu'on sait que Tony Garnier a participé à un concours en 1906 pour l'édification de la nouvelle école des Beaux-Arts. Alors, c'est ni l'un ni l'autre, un des deux projets que vous voyez là, puisqu'on ne sait pas s'il a rendu. On sait simplement qu'il a demandé le dossier d'inscription, mais comme pour les autres concurrents, on n'a absolument aucune idée, ni des délibérations du jury. On ne sait que le nom du lauréat, qui d'ailleurs a construit l'actuelle école des Beaux-Arts, René Patouillard de Mauriane, qui était un Parisien. Donc, est-ce que Tony Garnier a rendu quelque chose? Est-ce qu'il n'a fait que s'intéresser à ce concours? On ne sait pas, simplement, voilà, il a ensuite peut-être développé son projet nancéen dans le cadre de ce projet pour l'école des arts de Lyon. Ça fait partie des questions, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui se posent, quelques réponses, mais plutôt des questions qui émergent de tout ça. Alors, autre indication également, cette exposition sur la cité moderne qui était organisée donc à Nancy en 1913, juste avant celle d'ailleurs de Lyon, et dans laquelle était exposé un gigantesque plan d'embellissement et d'extension de Nancy qui avait été concocté par la Société des architectes de l'Est. Cette exposition donc a rassemblé énormément de plans de villes, d'embellissement et d'extension de villes françaises et également étrangères. On parle de Tony Garnier, c'est-à-dire que le nom de Tony Garnier revient souvent. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il n'est pas venu? Est-ce qu'il a montré quelque chose? Quoi? Autant de questions. Mon collègue Vincent Bradel a soutenu sa thèse l'année dernière sur justement cette cité, l'exposition de la cité moderne à Nancy. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu en penses vraiment? Dis-moi vraiment, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport? Est-ce que je peux parler de Tony Garnier à la conférence comme étant quelqu'un qui a eu un rapport direct avec Nancy? Et il m'a dit, il m'a écrit, on est dans le probable, mais je n'ai aucune preuve tangible. Voilà, donc ça fait partie des questions. On est sûr à peu près qu'il y a un rapport, mais on ne sait pas exactement lequel. Tout ce qu'on sait, c'est que le plan d'extension, ce fameux grand plan d'extension de Nancy, a été présenté à l'exposition de Lyon l'année suivante, donc, dont vous voyez ici la très belle affiche dessinée par Tony Garnier. Alors, que faisait Jean Prouvé pendant ce temps-là? Comme je vous l'ai dit, il y a une génération de différence, donc il était tout jeune garçon. En 1914, il était inscrit à l'école des Beaux-Arts de Nancy. Alors, il était tout jeune, bien sûr, il avait passé son école primaire. Son père, qui était artiste, bien connu, Victor Prouvé, président à l'époque de l'école de Nancy, avait donc inscrit le jeune Jean dans la section sculpture-modelage. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, jusqu'à une époque toute récente, en 2012, puisqu'à Nancy, nous avons organisé des expositions sur Jean Prouvé en 2012, donc il y a eu de nouveau des recherches qui ont été faites, et notamment sur la formation de Jean Prouvé. On s'est rendu compte qu'effectivement, il avait fait un passage à l'école des Beaux-Arts, et pas le moindre, puisqu'il y est resté quand même 3 ans. 3 ans qui, certes, étaient des années difficiles pour l'école des Beaux-Arts et pour les élèves, puisque c'était en pleine guerre, mais il a quand même réussi à décrocher une médaille. Donc, il y était vraiment. Or, ce qui est très curieux, c'est que Jean Prouvé ne l'a jamais dit. Il a écrit un petit peu,
de son vivant. Il a été interviewé juste avant sa mort, où vraiment c'est une publication qui fait autorité. Il parle énormément de l'école de Nancy, puisque vous voyez ces citations qui vont se dérouler. Jamais il a dit qu'il avait été à l'école des Beaux-Arts. Donc ça veut dire que dès le départ, il avait sur lui une idée, effectivement, au piano a tout à fait décelé à l'époque de cette monographie à Beaubourg, qui était d'être avant tout un homme d'atelier, voire même un ouvrier. Sa formation à l'école des Beaux-Arts, on n'en connaît pas grand-chose, il reste absolument aucun dessin. Par contre, sa formation intellectuelle, ça on la connaît très bien. D'abord parce qu'il s'est beaucoup exprimé à ce niveau-là, et qu'on peut déceler à peu près à tous les stades de sa carrière le rapport avec cette école de Nancy dans laquelle il a complètement baigné. Alors, c'était effectivement une espèce de morale créatrice, de créativité qui était imposée par cette école de Nancy, où on demandait aux artistes, justement, non pas de copier, surtout pas de copier, mais de trouver dans des sources différentes matière à créer. Donc, en ce qui concerne l'école de Nancy, cette inspiration s'est trouvée dans la nature, directe d'ailleurs, que ce soit par rapport à des artistes comme Jacques Gruber, Louis Majorel, Émile Gallet et bien sûr Victor Prouvé. Il fallait aller chercher avant tout donc, des sources d'inspiration directes, et puis également trouver son inspiration dans le matériau. Là, c'était quelque chose de très très important, c'est-à-dire que l'artiste, artisan, architecte devait connaître parfaitement toutes les facettes du matériau qu'il avait choisi, ou des matériaux qu'il avait choisis, de manière à faire exprimer par ces matériaux vraiment leur idée première d'inspiration. Il en découle quelque chose de tout à fait fonctionnel, ce qui n'est pas du tout évident quand on regarde les façades des immeubles ou des maisons d'école de Nancy, ou le mobilier, ou la verrerie d'ailleurs, qui est l'obligation justement de faire tenir les choses debout, même si cette structure n'est pas toujours aussi évidente que le prétend Émile Gallet. Vous voyez ici le rapport un petit peu acrobatique, mais quand même, entre deux bâtiments, l'un de l'école de Nancy, que évidemment Jean Prouvé a pu admirer, puisqu'en plus c'était un bistrot, c'était une guinguette, donc qui était très utilisé et fréquenté par les Nancéens. Et puis cette buvette d'Évian, qui est en cours de restauration d'ailleurs, et dans lequel on trouve vraiment ce côté calcul des forces, etc., qui fait l'une des caractéristiques de l'œuvre de Prouvé également. Une autre caractéristique de l'école de Nancy et de ce qui était donc proposé aux artisans et aux artistes de l'école de Nancy, c'était qu'à partir du moment où ils étaient tout à fait en confiance avec une matière, avec une discipline, même si ce n'était pas leur spécialité, c'était tout à fait conseillé, voire tout à fait normal de passer d'une spécialité à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, Jacques Gruber, qui était verrier, maître verrier, a fait énormément de mobilier, parce que tout simplement, il avait à sa disposition des ateliers de bois qui étaient tout à fait maîtrisés. Quelqu'un comme Eugène Vallin, qui était ébéniste, lui a fait de l'architecture, et vous voyez le rapport entre ces deux disciplines. Majorel, qui était ébéniste également, a fait énormément de ferronnerie d'art, et c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup pesé sur Jean Prouvé, puisque dès le début, on le verra tout à l'heure, dès le début de son activité, il est passé de la ferronnerie au mobilier, de la ferronnerie à l'architecture, par des chemins un petit peu détournés, mais toujours grâce à une connaissance extrêmement précise et fine, justement, du matériau qu'il avait choisi, c'est-à-dire le métal. La dernière caractéristique qui rapproche, qui fonde vraiment complètement l'activité de Jean Prouvé dans l'école de Nancy, et toute sa carrière en a dépendu, c'est que l'apprentissage était quelque chose qui était tout à fait encouragé par l'école de Nancy.
par les artistes de l'école de Nancy, par les artisans et même les industriels qui recevaient beaucoup d'apprentis et mettaient même au point des cours. Alors c'était le cas pour Jean Prouvé, c'était pas à Nancy même, c'était à Paris, où il a été donc mis en apprentissage dès l'âge de 16 ans. En fait, à peine il est sorti de l'école des Beaux-Arts, et même en même temps, chez un ami de son père, qui avait un enseignement extrêmement porté sur la pratique, bien sûr, mais en même temps sur le dessin. Et il a fait 2 ans d'apprentissage chez Émile Robert, puis il est allé chez un autre maître d'apprentissage à Paris également, où là, on lui a appris beaucoup de choses beaucoup plus techniques, et notamment la soudure, enfin des disciplines beaucoup plus, je dirais, contemporaines de cette période. Alors, tout naturellement, à la sortie de son apprentissage, Jean Prouvé s'installe à Nancy comme ferronnier d'art. Il va avoir beaucoup de commandes tout de suite parce que c'est le fils Prouvé. Donc, le fils Prouvé représente une caution de sérieux, d'artiste, etc. Très vite, il se démarque complètement de ses concurrents nancéens. Très vite, il va adopter justement un mode d'expression qui va être très reconnaissable parce que basé justement avant tout sur le savoir-faire. Et un savoir-faire qui n'est pas du tout destiné à reproduire des choses. Bon, il a été obligé, un peu contraint et forcé pour avoir suffisamment de chantiers pour faire tourner ses ateliers, d'exécuter des dessins d'architectes. Il l'a fait, il s'en est un petit peu, entre guillemets, excusé par la suite, mais très très vite, il a vraiment son propre style, très reconnaissable, et ce style, on va le voir notamment avec ces portes, il y en avait 2 en fait, 2 portes d'entrée au pavillon de Nancy, à l'exposition industrielle internationale des arts décoratifs et industriels modernes, à Paris en 1925, en fait, qui ressemblent absolument à rien. Ce sont des plaques de tôle qui sont forgées, donc assemblées à la forge, des plaques assez épaisses. Et il a eu complètement d'ailleurs la voie libre laissée par les architectes de ce pavillon, et qui se démarque complètement de ce qu'on peut voir ailleurs dans les autres pavillons et dans les autres fournitures de ses collègues et concurrents de l'époque. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait ce pavillon de Nancy était situé exactement à côté de celui de Lyon, qu'on voit ici. C'est-à-dire, vous voyez cette tour sur la gauche, qui était le pavillon de Bordeaux. On la voit à la fois sur cette photo et on la devine à gauche, en haut. Donc, je pense que c'était à une croisée, à un carrefour, je pense. En tout cas, les 2 pavillons étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Donc c'était sans doute la première rencontre entre Tony Garnier et Jean Prouvé. Je ne suis pas sûre du tout que ce soit le type d'architecture qui plaisait à l'époque à Prouvé. Bon, à l'époque, Prouvé était tout jeune, comme je vous l'ai dit. Il ne faut jamais oublier, il est né en 1901, donc à l'époque, il avait 24 ans. Ce qu'on va voir au cours de cette intervention, c'est qu'effectivement, il se passe pratiquement quelque chose tous les ans dans la carrière de Prouvé, surtout au début. Ça va très très vite, ça évolue très très vite. Et là, donc, en 1925, Jean Prouvé n'est jamais tellement sorti de sa province. Il arrive à Paris, il vient monter ses portes. À l'époque, il était installé avec 2 compagnons simplement, donc ils étaient peut-être là tous les 3, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il se promène dans l'exposition. Il voit ce pavillon de Tony Garnier, c'est pas sûr que ça le marque particulièrement. En revanche, il va être extrêmement marqué par d'autres pavillons. Notamment celui de Robert Mallet-Stevens, le pavillon du tourisme dont vous voyez un dessin ici. D'autres pavillons sûrement qu'il n'a pas pu louper, comme celui de Melnikov, le pavillon soviétique. Et surtout le pavillon de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier et Jeanneret.
il s'exprime pas sur le moment. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'écrit pas, qui vraisemblablement n'est pas non plus abonné aux revues d'architecture ni d'art. Ce qu'on sait, c'est que il a tout de suite pris conscience que c'était pas à Nancy qu'il allait trouver les commanditaires intéressants. Donc ça fait partie de ce qu'il a ensuite exprimé par voie d'interviews, des différents écrits qu'il a pu écrire, produire à la fin de sa carrière. Donc il prend son courage à deux mains et au culot, il va rencontrer ce Robert Malestévins qu'il ne connaît absolument pas. Donc il monte à Paris, comme on dit en province. Il va frapper à la porte de l'agence de Robert Malestévins. Il est reçu par le chef d'agence de Robert Malestévins, qui était Gabriel Guévrecan, qui était lui aussi un architecte très engagé dans l'avant-garde. Il lui montre quelques photos de ce qu'il avait déjà produit. Et tout de suite, il est introduit auprès de l'architecte qui lui confie cette première grille, qui est une grille de défense, alors à la fois avec un côté esthétique, mais également un côté fonctionnel, pour une des villas qu'il est en train de construire donc à Paris. C'est le début d'une collaboration, et déjà d'une collaboration de confiance, puisque Prouvé rapporte que Malestévins lui a dit « Écoutez, je ne vous demande pas de projet, je ne vous demande pas de dessin, vous me faites une grille de cette dimension-là, avec des portes de telle dimension, il faut que ce soit transparent, mais en même temps efficace. » Et donc Prouvé, à l'époque, travaillait déjà pour un commanditaire vosgien, et il va reprendre le même style de conception de grille, également comme celle du pavillon de 1925. On ne sait pas si, est-ce que de son côté Garnier l'avait vu, est-ce que Malestévins l'avait vu également, mais qui était fait également de plaques épaisses, de tôle, qui étaient donc assemblées par le feu de forge. Donc quelque chose vraiment de très artisanal, mais avec une esthétique extrêmement moderne et actuelle. Donc cette collaboration avec Malestévins va se poursuivre puisque là, il est vraiment introduit. Également, alors non seulement dans des ferronneries, mais également au niveau de production, de fabrication de cabines d'ascenseurs. On en parlera tout à l'heure un petit peu plus. Et là, vraiment, Prouvé est au cœur de la modernité, de l'avant-garde parisienne, et voire internationale. Je vous ai dit qu'il était pas vraiment impliqué dans l'avant-garde, dans la connaissance de cette avant-garde du mouvement moderne. En fait, il connaît quand même les choses, puisqu'à Nancy, il y a un petit groupuscule d'artistes et d'architectes qui s'est constitué donc dans les années 24-25 à peu près. Ce sont des très très jeunes gens. Bon, Prouvé est jeune, mais ses amis sont encore plus jeunes que lui, pour la plupart étudiants, voire lycéens, et qui se sont mis en tête d'introduire à Nancy une connaissance directe du mouvement moderne et des avant-gardes. Alors pas seulement en architecture, mais également en peinture, cinéma, musique. Oui, cinéma, musique. Grâce à des conférences, donc ils font venir des gens comme Jean Epstein, par exemple, pour parler du cinéma, Darius Milhaud pour parler de musique contemporaine. Et l'idée était tout simplement que, comme ils étaient trop jeunes pour aller à Paris eux-mêmes, que les parents ne voulaient pas les lâcher, ils se sont dit, on va les faire venir. Et André Lursa, qui était un tout petit peu plus âgé, donc André Lursa, l'architecte, mais nancéen, élève de Victor Prouvé, alors évidemment, on retombe toujours sur les mêmes, a été chargé dans ce groupe de signer tout ce qui était architecture. Donc vous voyez que les Nancéens n'étaient pas prêts du tout à digérer une architecture comme celle d'ailleurs qui était présentée par Tony Garnier dans la cité industrielle, c'est-à-dire des cubes avec des toits plats, etc.
Ça a été donc caricaturé, critiqué, etc. Mais ça n'empêche quand même que c'était présenté à Nancy. Et ça, c'est vraiment très important, à la fois pour les étudiants en architecture de l'époque, pour les architectes eux-mêmes, et pour des gens comme Prouvé qui n'avaient absolument pas le temps d'aller assister au salon, etc., à Paris. Ce petit groupe-là donc, s'appelait le comité Nancy-Paris. C'était donc des intellectuels. Jean Prouvé s'y est mêlé un peu tardivement, un peu obligé, un petit peu forcé et contraint parce qu'il fallait remplacer des membres démissionnaires. Vous le voyez avec son chapeau au quatrième rang ici. Et c'était donc des intellectuels qui, du coup, se repassaient les publications de l'époque, l'Esprit nouveau, bien sûr, vers une architecture de Le Corbusier. Et ça Prouvé, évidemment, en a bénéficié également. La première grande exposition, et d'ailleurs dernière, parce que ça a fait un scandale abominable, internationale a eu lieu en 1926 à Nancy. Donc ça, le scandale n'est pas venu du tout de la section d'architecture qui avait été organisée par André Lursa, mais plutôt de la section de peinture, parce qu'il y était montré toute une section surréaliste qui a fait un gros scandale à Nancy. Et donc cette section d'architecture a été extrêmement importante pour l'époque, à plusieurs chefs. D'abord parce que ça a permis aux Nancéens et aux architectes nancéens et à des gens comme Prouvé vraiment d'avoir sous les yeux la confrontation de ce qui se faisait au niveau de l'avant-garde internationale. André Lursa avait convoqué des architectes hollandais, donc le mouvement de style, des architectes allemands pour la première fois en France. Bon, ça a été surtout en Lorraine accueilli avec circonspection, on dira. Également des architectes viennois. Et puis l'avant-garde française avec Le Corbusier, Lursa lui-même bien sûr, des gens comme Moreux, Guévrechian, etc. Donc nous avons fait un petit peu comme l'exposition qui a lieu en ce moment ici. On a en 2006 à Nancy fait une tentative de reconstitution de cette section d'architecture, où on a eu d'ailleurs de très bonnes surprises pour retrouver des maquettes de l'époque, mais on en a reconstitué d'autres également. Et puis ça a permis aussi de retravailler sur cette question. C'est un mouvement, enfin c'est une petite exposition provinciale, mais en fait qui a eu énormément de retentissement et de conséquences, comme on va le voir. La conséquence essentielle, c'est que l'année suivante, 2 ans après, en 1928, les mêmes architectes ont été convoqués. Alors là, c'est pas l'URSA qui a fait cette organisation, mais pour le premier congrès international d'architecture moderne en Suisse, on retrouve quasiment les mêmes architectes. Vous reconnaissez Le Corbusier, bien sûr, avec ses petites lunettes. Il est toujours facile à reconnaître. Et puis à gauche ou à droite? Non, c'est à droite. André Lursa avec ses bras croisés. Et puis celui qui a une tête un peu patibulaire, rasée, c'est Guévrechian. Et très très peu de femmes, bien entendu. C'était pas à l'époque tellement la parité n'existait pas. Et donc dans ces expositions, évidemment, on se demande où est donc Tony Garnier? Tony Garnier n'y est pas. Il n'y est pas en 1926 à Nancy. Est-ce qu'il a été invité? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait quelque chose effectivement à présenter ou pas? On ne sait pas non plus. On ne le voit pas non plus. On sait qu'il n'a pas participé à ce congrès international d'architecture moderne en 28, mais l'année suivante est constitué, suite à ce premier congrès, un groupe, une section française de ce groupe d'avant-garde, d'architecture d'avant-garde, et qui est nommé président d'honneur. Il y en a 4 en fait, et parmi les 4, Tony Garnier. Donc ça veut bien dire que Tony Garnier, certes, représente l'académisme quelque part, peut-être par rapport à tous ces jeunes, ce qu'il faut absolument dépasser.
mais ça n'empêche quand même qu'ils reconnaissent tout à fait son rôle et en tout cas respectent tout à fait son travail passé et en cours. Alors en même temps, qu'est-ce qui se passe côté Prouvé ? Jean Prouvé donc, n'est pas encore très très connu sur la scène des arts modernes, mais il a des relations. Il commence à se faire vraiment beaucoup de relations. Et notamment cette amitié avec Robert Malestévins qui va l'appeler en 1929 à le rejoindre pour constituer l'Union des artistes modernes. Donc l'UAM, peut-être vous avez vu cette exposition l'année dernière à Beaubourg qui était une très très belle évocation de ce mouvement donc d'artistes et d'architectes. Prouvé va se retrouver là un petit peu à son insu parce que comme il était parmi ses collègues en 1926 du comité Nancy-Paris, c'est quelqu'un qui est avant tout un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il est au charbon. Il a une entreprise à faire tourner, il a des salariés, des ouvriers à payer, des commandes à trouver, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les artistes qui sont parmi les membres fondateurs de l'UAM. Cette première exposition de l'UAM à Paris en 1930 va lui permettre justement de présenter ses dernières recherches, ses premiers meubles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, à partir du moment où on maîtrise une technique, rien n'empêche justement de transgresser ses spécialités et Prouvé ne se pose absolument pas de questions. Il va produire des meubles, il va s'inscrire d'ailleurs à un concours pour meubler une cité universitaire, alors qu'il n'est absolument pas, il n'a aucune référence en la matière. Et étant donné que pour lui, les choses importantes, c'est la solidité d'un meuble, le confort d'un meuble, vous voyez ce fauteuil absolument incroyable qui est monté sur roulement à billes, donc qui est vraiment quelque chose de... Il n'y a aucune référence possible. Il refuse complètement de travailler avec du tube. Il trouve que c'est trop facile de mettre en œuvre du tube d'acier. Donc lui, il va faire tout vraiment à partir de la tôle d'acier. Donc ça donne des choses complètement différentes de tout ce qu'on peut voir. Et effectivement, ça va être aussi le moment où tous ses collègues, qui ne sont pas encore ses collègues, mais les architectes, des décorateurs comme Charlotte Perriand par exemple, vont s'intéresser à lui en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce type qui fait des trucs incroyables et qui techniquement tient la route puisque vous voyez cette porte par exemple qui est présentée ici au milieu, c'est quelque chose de tout à fait sophistiqué. Où Prouvé, donc, qui est très mécanicien quand même dans l'âme, va inventer un système de pivots montés sur tube, enveloppé dans une tôle d'acier. Donc quelque chose évidemment d'extrêmement solide, mais en même temps très fonctionnel et qui correspond tout à fait à l'esthétique de ce que les gens attendaient à cette époque-là, en tout cas que les architectes attendaient à ce moment-là. L'année d'après, la deuxième exposition de l'UAM, il va exposer ce que vous voyez en dessous. Alors, ce n'est pas l'exposition de l'UAM elle-même, c'est une reconstitution. Ce sont des blocs, porte-fenêtres, qui vont lui être demandés par les architectes Baudouin et Lotz, qui sont également des très jeunes architectes, pour combler le vide, comme il le disait, et venir s'intégrer dans une ossature en béton préfabriqué de cette cité qui m'a été connue d'ailleurs après de manière tout à fait dramatique, qui est la cité de la Muette, j'ai marqué la Miette, mais c'est la Muette bien sûr, à Drancy, et pour lesquels Prouvé va pour la première fois produire en série des blocs industrialisés, préfabriqués en usine et posés à sec, comme on disait, sur place. Et c'est la première fois vraiment qu'il se confronte à la préfabrication. Alors, qu'est-ce qui a changé entre ce Prouvé constructeur à Nancy, donc là, on est en 1930, et puis cet artiste Prouvé ferronnier qu'on a connu en 1925. C'est tout simplement qui est apparu sur le marché.
quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la tôle mince. Donc, qui ne sont plus des grosses plaques de tôle qu'il fallait cisailler, forger, etc., mais qui maintenant vont être mises en œuvre grâce à des grandes presses plieuses et à peu près donner lieu à n'importe quelle possibilité. Prouver se jette, je dirais, sur ce nouveau produit, qui peut être donc également en acier inoxydable, donc brillant, on le verra tout à l'heure, et qu'il va utiliser à la fois pour ses meubles, pour ses portes, pour les cabines d'ascenseur, pour tous les éléments en fait qui vont lui permettre d'arriver à l'architecture de manière tout à fait détournée. Donc voilà, pour lui, l'important était de savoir, et très très vite il a pu mettre en œuvre, et de trouver que cette tôle mince, en fait, on arrivait à la travailler de manière à la rendre encore plus résistante, non pas en la doublant, mais simplement en la pliant. C'est-à-dire en faisant des profilés très très minces qui permettaient donc de l'appliquer à n'importe quel programme. Et voilà comment il est arrivé à l'architecture. Alors d'une part, par le second œuvre, c'est-à-dire en produisant des fenêtres, des portes en série, etc., des profilés divers, et puis également en faisant des petites architectures, des petites constructions, comme ces cabines d'ascenseur, comme ces kiosques déplaçables, qu'il va finalement suffire de changer d'échelle pour arriver à des véritables bâtiments. Alors l'acier inoxydable, c'est évidemment la tôle mince, mais en plus avec ce fini très brillant, très, très lisse, qui plaisait énormément aux architectes de l'époque et qui correspondait tout à fait au goût des gens qui avaient envie d'avoir quelque chose de moderne chez eux. Très très vite, Prouvé l'applique à la fois à des ferronneries, des balustrades dans ce grand magasin, également à de l'aménagement intérieur et puis à du mobilier, donc qui évidemment ressemble absolument à rien de connu, mais qui va lui permettre également d'être reconnu par un certain nombre d'architectes. Alors là, on se rapproche de Tony Garnier. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte qu'en 1929, Jean Prouvé avait fourni une fameuse porte. Alors un projet, est-ce que ça a été fait ou pas ? Ça c'est le grand mystère. Heureusement, il reste encore pas mal d'interrogations pour permettre à des futurs chercheurs ou à des chercheurs de faire des futures recherches sur le sujet. Est-ce que Prouvé, effectivement, a fourni des portes pour l'usine Mercier-Chalessin à Lyon, usine qui avait été construite par Tony Garnier? Est-ce que c'est simplement une proposition et que ça n'a pas été suivi de réalisation? Toujours est-il que l'année suivante, les mêmes Mercier-Chalessin reçoivent la commande de l'aménagement intérieur de ce paquebot et vont sous-traiter à Jean Prouvé ces rampes d'escalier. Alors, elles sont exactement copiées-collées sur celles qu'on connaît à Nancy, bien sûr. Très mauvaise photo des rampes du paquebot, mais on voit que c'est vraiment le même style et que ça n'a absolument rien à voir avec toutes les ferronneries qu'on connaît à l'époque. Donc, premier rapport avec Tony Garnier. Deuxième rapport, l'école de tissage, également avec la fourniture ou simplement le projet de porte intérieure montée sur tube pivot. Alors là, vous voyez un petit peu plus, c'est assez technique, hein, mais vous voyez un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc là, école de tissage, bien sûr, construite par Tony Garnier. Le premier rapport direct, et là on en est sûr bien sûr, c'est cette commande, c'est pas vraiment une commande d'ailleurs, c'est cette soumission de Jean Prouvé pour l'hôpital de Grange-Blanche. C'est une soumission qui donc a été publiée, hein, comme tous les appels à soumission. C'est un lot qui concerne la serrurerie, qui concerne l'aménagement notamment de salles d'opération préfabriquées. Donc ça, c'est vraiment la programmation qui est donnée par Tony Garnier lui-même. Donc il savait très bien ce qu'il voulait. Également de fenêtres à guillotine et puis de petites choses qui relèvent donc de la serrurerie industrielle. Jean Prouvé va gagner ce marché
qui est vraiment un gros marché, puisque ça représente 1 200 000 francs de l'époque. Alors j'ai regardé sur Internet, ça représente à peu près un marché de 700 000 euros maintenant. Donc c'est quelque chose de très important. Très important pour quelqu'un qui finalement n'a pas de référence tellement connue, je dirais nationalement. Et donc on peut se demander comment se fait-il que Jean Prouvé a pu remporter ce marché. Alors déjà, il avait déjà fait un petit peu acte de publicité dans les revues de l'époque. Donc on peut imaginer que Tony Garnier a été, s'il ne connaissait pas encore, a pu être impressionné justement par les références qui existaient déjà. Ensuite, il avait des références, il était vraiment implanté déjà sur Lyon depuis à peu près 2 ans. Et notamment par l'intermédiaire de la firme Otis Piffre qui lui commandait régulièrement des cabines d'ascenseur, notamment d'ailleurs pour des immeubles connus, puisque il y avait donc, je recherche le nom de cet architecte, Bellemin, donc la fac de médecine dans laquelle il a donc pour laquelle il a fourni des cabines d'ascenseur. Paul Bellemin était un élève de Tony Garnier. De même, il a fourni également des ascenseurs pour le palais de Flore de Clément Laval. Donc il était assez connu par les architectes lyonnais, ce qui a pu jouer en sa faveur. Et puis, surtout, à cette époque-là, il était en train de faire un chantier qui était vraiment très remarqué à Lyon, qui était les grandes façades vitrées du magasin Citroën. À l'époque, en plus, dans ses références, Jean Prouvé ne se présente plus comme Jean Prouvé, il se présente comme Atelier Jean Prouvé, puisque depuis cette même année, 1931, il bénéficie d'une structure industrielle tout à fait conséquente. Il a déménagé son petit atelier pour aller dans quelque chose de beaucoup plus grand. Il a embauché. Il a commencé à s'équiper, mais en même temps, il s'est organisé en société avec donc des associés, des administrateurs, qui sont pour la plupart d'ailleurs des industriels nancéens, mais qui sont un petit peu rétrogrades, et c'est plutôt des amis de son père, et qui voient d'un très mauvais œil le fait que Jean Prouvé délaisse le côté artistique, le côté ferronnier, le côté ferronnerie. À l'époque, il y a énormément de travail à Nancy dans des immeubles complètement art déco. Et qu'est-ce qui va se mêler de faire de l'architecture, l'architecture très d'avant-garde en plus. Donc, il freine un petit peu des cas de fer et l'empêche de s'équiper comme Prouvé le voudrait. Et par exemple, pour ce magasin Citroën, vous voyez que cette grande façade vitrée est supportée par des profilés en tôle pliée, qui sont riftés tous les mètres à peu près, parce que tout simplement la presse plieuse de 3 mètres de large plutôt que Prouvé a demandé, ces administrateurs n'en ont pas autorisé à l'acheter. Donc il fait ça par petits morceaux, il met des rivets, mais c'est une preuve aussi qu'il arrive à s'adapter complètement à des conditions un petit peu difficiles. Alors voilà, donc on en est à ce marché qui est conclu avec Tony Garnier, et avec cette idée de produire 20 salles d'opération complètement préfabriquées qui viennent s'insérer dans cette ossature en béton et en maçonnerie. Et donc là, on est vraiment dans une commande tout à fait particulière, puisque certes, Prouvé a une certaine expérience de l'architecture, des composants pour l'architecture qui soit montée à sec, fabriquée en usine, etc. Il a déjà construit des beaux windows exactement du même système, mais là, c'est vraiment quelque chose de très particulier, puisqu'on est dans des conditions hospitalières. Et Tony Garnier, là-dessus, est extrêmement exigeant sur la qualité du travail. Et donc, ça va donner lieu à de très nombreuses études de manière à mettre au point
donc quelque chose de complètement préfabriqué en usine qui se présente, on le voit, c'est une photo de montage là, hein, donc ça se présente comme une ossature secondaire en tôle pliée qui elle-même est doublée à l'intérieur par une autre ossature parallèle, on dira, avec un couloir de circulation de 60 cm de large qui permet l'aération, qui permet en fait de surseoir à tout un tas de problèmes qu'on pouvait avoir dans les salles d'opération à l'époque. Et ces problèmes d'isolation, d'insonorisation, par exemple, du coup, sont complètement résolus. Alors, Tony Garnier, Prouvé l'a dit après, était extrêmement exigeant. Donc, on lui a présenté plusieurs prototypes. Il y a eu plus de 300 études qui ont été faites, 300 documents qui ont été produits par les ateliers Prouvé, qui, du coup, ont pu présenter cet énorme chantier aux administrateurs. Jean Prouvé a pu les convaincre de pouvoir acheter, s'équiper, à la fois en matériel de pointe et également de pouvoir embaucher des nouveaux collaborateurs et de créer un bureau d'études digne de ce nom. Donc ça a été vraiment, pour Prouvé, l'occasion de passer à la vitesse supérieure, de passer d'un atelier, certes bien équipé, à vraiment une petite usine, et de pouvoir donc répondre également aux demandes de Tony Garnier. Alors vous voyez, c'est très aseptisé, on voit de l'intérieur, tout est en tôle, tout est préfabriqué bien sûr en usine, tout est extrêmement sophistiqué puisque les parties ouvrantes sont à guillotine, s'escamotent dans des allèges en tôle pliée également, qui sont émaillées. Donc il y a toute cette préoccupation d'hygiène. On lave au jet, ça c'est la publicité de Prouvé, tout peut être lavé au jet, y compris le mobilier d'hôpital. Également des mécanismes très sophistiqués pour ouvrir les stores, pour faire fonctionner ces portes qui s'escamotent dans les cloisons. Donc c'est vraiment extrêmement moderne. Et tout ça complété donc par des études très très fines. Embauche donc de traceurs, de dessinateurs. On passe vraiment à une vitesse tout à fait supérieure. Le petit atelier qui comprenait à peu près une quinzaine d'ouvriers maintenant en compte à peu près une quarantaine. Une équipe de monteurs est spécialement recrutée, formée pour venir monter ces fameuses salles d'opération à Lyon. En 1933, donc, cet ensemble hospitalier est inauguré. Les 23 pavillons sont inaugurés, mais ce n'est pas pour autant que le chantier est fini. Et les ateliers Prouvé vont de nouveau bénéficier de commandes. Alors là, ce sont des marchés, mais c'est toujours des marchés qui sont remportés contre des entreprises très locales. Donc je pense qu'à ce moment-là, Tony Garnier a vraiment compris à qui il avait affaire. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout à fait capable de répondre à ces demandes et en plus d'en faire beaucoup plus. Ici, on est donc devant un dessin pour la porte de la chapelle mortuaire. C'est pas de Tony Garnier qui l'a dessiné, mais un de ses collaborateurs. Alors, je l'appelle toujours Louis Simon, mais en fait, il s'appelle Louis Thomas. Et là, il y a fort à parier que quand on regarde, je crois pas que j'ai pas mis la photo la chapelle en question, mais elle est très art déco. Et quand on voit le style de cette grande porte, qui a plutôt l'air d'une porte d'usine que d'une porte de chapelle, on peut imaginer que là, Jean Prouvé a eu complètement la bride sur le cou et que c'est vraiment lui qui a décidé de faire cette fourniture de porte complètement en tôle, extrêmement sophistiquée au niveau mécanique, mais qui est extrêmement sobre également au niveau esthétique. Alors, qu'est-ce que ça rapporte à Prouvé, tout ça, cet énorme gros chantier? En fait, ça lui rapporte plutôt des ennuis, puisque des ennuis, en tout cas, au niveau de ses rapports avec ses administrateurs, puisque cet investissement n'est pas couronné de succès au niveau financier.
Il y a une énorme perte qui est consentie, tout simplement parce qu'il y a eu énormément d'études, de projets, de prototypes, d'essais, etc., etc. En revanche, ça lui a évidemment apporté des très très grosses références en la matière, c'est-à-dire en la matière de fourniture d'équipements hospitaliers et de mobilier hospitalier, même si il n'y a eu aucune fourniture pour l'hôpital de Grange-Blanche. Mais dorénavant, il a donc des références. Vous voyez cette cité universitaire dont on parlait tout à l'heure à Nancy, qui lui a permis ensuite de pouvoir proposer du mobilier pour des sanatoriats, par exemple, ou des hôpitaux. Toujours tout en tôle pliée, bien entendu. Donc de ce côté-là, ça a été vraiment une grande réussite. Et puis ça lui a permis donc de s'équiper de manière tout à fait déterminante pour la suite de ses travaux. En 1932, d'ailleurs, Prouvé participe à l'exposition de l'hygiène à Lyon, où il va pouvoir également décrocher pas mal de contrats. Il va s'inscrire également dans des concours pour l'équipement d'hôpitaux à Vienne, à Lille également, dont d'ailleurs le président du jury du concours n'est autre que Tony Garnier. Voilà, donc il va remporter un certain nombre de marchés grâce à cette expérience. Et puis se profile à l'horizon la construction d'une cité hospitalière, donc à Metz, pas très loin de Nancy, dont le lauréat n'est autre que Tony Garnier. Alors c'est quelque chose qui finalement ne se fera pas, mais c'est peut-être un indice, puisque là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de questions que de réponses qui se posent au fur et à mesure qu'on étudie ces relations entre l'architecte et le constructeur. Est-ce que c'est l'occasion pour Tony Garnier de venir visiter le terrain plutôt de la future cité hospitalière à Metz? Toujours est-il que Tony Garnier vient à Nancy en 1933, en avril 1933. Comment est-ce qu'on le sait? C'est que tout simplement, les journaux locaux, les journaux spécialisés locaux se font l'écho de cette visite, et notamment de la grande admiration que Tony Garnier a eue pour ce bâtiment. Alors un peu rébarbatif peut-être, mais c'est un musée de zoologie, donc le fait d'avoir une façade aveugle, c'est tout à fait normal. Un bâtiment qui se termine donc à ce moment-là, il est à peine terminé. Il est l'œuvre d'un jeune architecte, Jacques André, qui est associé à son frère ingénieur Michel André, qui sont les meilleurs amis du monde avec Jean Prouvé d'ailleurs. Jean Prouvé, on le verra, qui a participé également à la construction de ce bâtiment. Et c'est un bâtiment qui fait couler beaucoup d'encre à Nancy parce que non seulement il détonne complètement il est à peu près à 100 mètres de la place Stanislas. Il détonne complètement parmi les bâtiments qui sont en construction à l'époque. C'est quelque chose qui est complètement constitué de blocs de béton et qui ont été dessinés et produits sous la houlette de Frank Lloyd Wright, qui donc a donné son accord pour que ces blocs de béton que lui-même avait utilisés peu avant puissent être copiés et réutilisés. Alors, qu'est-ce qu'a pu voir à part ça Tony Garnier? D'abord, il a pu visiter ce bâtiment, même s'il n'était pas complètement terminé. Il a pu évidemment voir mais très très proche dans la prochaine collaboration de Tony Garnier et de Jean Prouvé à Boulogne-Billancourt. Ces grandes portes également qui sont très simples, mais tout à fait, ce sont des machines de guerre au niveau fonctionnel. Il y a fort à parier qu'il a été un peu trimballé par le groupe Prouvé André dans Nancy. Il n'est pas venu simplement pour voir ce bâtiment-là. Peut-être a-t-il vu également quelque chose dont le chantier se terminait, qui étaient ces petites maisons des André, et dans lesquelles Jean Prouvé avait fait également quelque chose de tout à fait nouveau.
qui sont ces grandes baies vitrées. Alors c'est très très moche comme photo, mais ça vient d'une revue, parce que maintenant malheureusement ces villas ont été complètement transformées et défigurées. Mais vous voyez, ces grandes baies vitrées sont en fait des fenêtres à guillotine qui s'escamotent complètement dans la Lège, ce qui était tout à fait nouveau pour l'époque. Et donc je pense que certainement Tony Garnier a dû être conforté dans l'idée que Jean Prouvé pouvait vraiment l'aider dans d'autres programmes ultérieurs. Alors, cette dernière collaboration, enfin cette ultime collaboration entre Prouvé et Tony Garnier, c'est donc cet hôtel de ville de Boulogne-Billancourt. Là, apparemment, j'ai pas tellement trouvé de notification de soumission, d'appel à soumission, de marché, etc., etc. Il y a fort à parier que les ateliers Jean Prouvé ont été sollicités directement par l'architecte, par Tony Garnier. On voit d'ailleurs sur cette réunion de chantier, alors on ne voit pas Prouvé parce que je l'aurais reconnu. Je pense que le petit bonhomme de dos au milieu, ça doit être Tony Garnier. Et les composants que vous voyez qui sont posés contre les murs, ce sont donc des productions des ateliers Prouvé. La soumission générale sur le lot serrurerie, c'est-à-dire les menuiseries métalliques, basiques, etc., ont été octroyées à la firme Schwarz-Aumont, qui était un des grands concurrents de Prouvé, mais qui faisait vraiment de la menuiserie métallique au kilomètre. Ils étaient d'ailleurs également soumissionnaires et adjudicataires du marché pour Grange Blanche sur tout ce qui était vraiment produit standard. Ici, donc, il l'était également, mais je pense que là se dessine vraiment la base de la collaboration basée sur une très grande confiance entre Tony Garnier et Prouvé. C'est-à-dire que Prouvé n'a bénéficié que des fournitures vraiment très particulières. Je crois que vraiment il avait fait preuve à Grange Blanche comme quelqu'un à qui on pouvait confier, vraiment dans tout le sens du terme, des programmes très particuliers et peut-être même des programmes où l'architecte lui-même n'était pas très sûr de ce qu'il voulait vraiment. En tout cas, n'était pas capable de donner une programmation extrêmement précise au constructeur. Donc, d'abord, 600 mètres linéaires de fournitures de rambardes, de rampes, etc., pour les ateliers Prouvé. Ça, c'est certainement une raison pour lesquelles ce chantier a été financièrement une réussite et vraiment tout à fait bénéficiaire. En revanche, une commande, alors là, beaucoup plus particulière, où on se dit que sans doute il n'y avait que Prouvé, peut-être en exagérant un peu, mais en tout cas, qui pouvait répondre à ça. Donc on est ici dans le bâtiment, non pas dans le bâtiment administratif, puisque l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt est formé par deux bâtiments juxtaposés, mais dans le bâtiment un petit peu d'apparat. Et là, on est dans un gigantesque espace qui sert à la fois d'espace de réception, d'exposition, de salle des mariages, de salle des fêtes, et où le programme qui est proposé à Jean Prouvé est de pouvoir fermer de manière aléatoire, diviser en deux, diviser en trois ce gigantesque espace, tout en n'obstruant pas par des portes qui se replieraient et occuperaient l'espace. Donc tout en laissant cet espace libre si on avait envie de le garder complètement ouvert. Donc Jean Prouvé va proposer à Tony Garnier ces grands vantaux. Donc il y en a 8 par porte, il y a 2 séries de portes comme ça, qui sont entièrement faits en tôle pliée, qui sont montés sur des rails qui coulissent sur des galets. Ça fait 8 mètres de haut quand même, hein, donc c'est pas n'importe quoi à mettre en œuvre. Et donc ces grands panneaux sont formés d'une âme en tôle perforée,
qui est, comme vous le voyez, formé à l'intérieur en aile d'avion, ce qu'on appelle l'aile d'avion, hein, grâce à un raidisseur au milieu, et ensuite rifté. Et c'est là la part de l'architecte, quand même, Tony Garnier va demander à prouver d'apporter un côté, puisqu'on est quand même dans une salle d'honneur, salle des mariages, etc., un côté un petit peu plus cossu, je dirais, que de la simple tôle pliée, riftée. Et donc, Prouvé va choisir un matériau qui est pas du tout utilisé dans le bâtiment, qui s'appelle du Plimax, qui est utilisé dans l'aéronautique, notamment, dans l'automobile également. Donc ça, c'est vraiment des références de Prouvé. C'est des références d'ailleurs de tous les architectes et les artistes d'avant-garde. Donc c'est une superposition de contreplaqué et d'aluminium, mais que Tony Garnier va faire plaquer de feuilles d'or. Donc là, ça va être vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Ça marche toujours d'ailleurs, hein. Ces grandes portes ça a été restauré au début des années 2000. Pardon, mais ça fonctionne toujours parfaitement bien. Donc là, on est vraiment dans la collaboration entre l'homme d'atelier, l'architecte, mais également au niveau de la confrontation entre deux créateurs. L'architecte qui apporte le programme et puis le créateur qui trouve les solutions qui ne sont pas que techniques, mais également formelles et esthétiques. Alors, deuxième gros marché pour les ateliers Prouvé. Une fois de plus, il s'agit de remplir le vide et donc de remplir cette grande nef sur 3 étages qui est destinée au rez-de-chaussée à accueillir donc l'accueil du public et puis dans les étages d'accueillir tous les bureaux que Tony Garnier a voulu comme des espaces pouvant être modulables. Donc là, Prouvé est tout à fait à son aise, puisqu'il a breveté déjà depuis quelques années et mis en œuvre des systèmes de cloisons équipés qui peuvent être donc déplacés, qui vont pouvoir également être insonorisés très facilement, équipés de mobilier, etc., etc. Donc là-dessus, les deux étages supérieurs vont se dérouler donc très facilement avec une pose très rapide et à sec, comme toujours, hein, c'est-à-dire simplement avec des boulons, il n'y a pas du tout de maçonnerie, de tout ce cloisonnement qui existe toujours d'ailleurs, que vous voyez donc dans la photo du bas, qui je crois est une photo tout à fait contemporaine. Et la dernière, je dirais, la dernière commande qui est demandée donc à Prouvé, c'est de fermer tout le rez-de-chaussée par un système répétitif en faisant des guichets qui intègrent la fermeture, l'ouverture bien sûr, l'éclairage, l'insonorisation, la ventilation et puis également tout ce qui est signalétique. Alors Prouvé fait plusieurs propositions à Tony Garnier, très certainement d'ailleurs produit un ou plusieurs prototypes, et c'est l'architecte qui va choisir donc ce système qui va être posé et qui a été également restauré au début des années 2000 par un architecte qui s'appelle Dominique Châtelet et qui a remarqué la modernité incroyable. C'est-à-dire que pour lui, ça a été vraiment une restauration qui était presque un gros entretien, mais où ça n'a vraiment nécessité absolument aucune intervention lourde. Preuve que Prouvé avait vraiment étudié dans les moindres détails cette fourniture. Alors, qu'est-ce que ça a rapporté, effectivement, à Prouvé, tout ça ? D'abord, comme je vous l'ai dit, ça a été très bénéficiaire. Ensuite, évidemment, des références extrêmement prestigieuses, puisque Tony Garnier, c'est quand même quelqu'un qui est publié à l'époque, dans ces années 30, dans toutes les revues d'architecture. Et donc, c'est vraiment des références extrêmement importantes. Et des références qui lui sont également apportées par d'autres architectes. Les relations avec Tony Garnier, comme je vous l'ai dit, ça a été vraiment très très important pour lui parce que c'est arrivé à un moment
tout à fait important et un moment clé de sa carrière, je dirais, de sa pratique. C'est-à-dire à un moment où il a pu passer, grâce à cette grosse commande de Grange Blanche, d'un artisan à un petit industriel. C'est vraiment cette commande-là qui a tout déterminé et qui a déterminé également cette relation avec des architectes qui est basée sur la confiance. Avec Baudouin et Lotz, ça a été exactement la même chose, ça a été même beaucoup plus loin, c'est-à-dire que très très vite, ils n'ont pas été les seuls d'ailleurs, ils se sont rendus compte que Jean Prouvé en fait pouvait leur apporter énormément, non seulement pouvait réaliser leurs rêves les plus fous, tout était toujours possible pour Prouvé, hein. Bon, même si ça coûtait un peu cher, mais c'était toujours possible. Donc pour les architectes, c'était extraordinaire quand même. Mais qu'en plus de ça, ça allait bien au-delà de ça. C'est-à-dire que même un simple croquis, une simple idée était reprise par Prouvé, travaillée, retravaillée et re-retravaillée. C'est bien ça, d'ailleurs, que lui reprochaient ses associés. Mais que quelquefois, et c'est peut-être là, d'ailleurs, où le rôle de l'architecte le plus important, c'est que eux pouvaient travailler sur de la programmation. C'est ce qui a eu lieu, par exemple, au marché de Clichy, et laisser complètement le constructeur, finalement, libre de tout ce qu'il pouvait proposer et même réaliser. L'aéroclub de Buc, par exemple, que vous voyez en bas, a été complètement... Alors, le programme, évidemment, c'est les architectes qui l'ont déterminé, mais ça a été réalisé complètement et étudié complètement aux ateliers Prouvé, pratiquement en dehors du contrôle des architectes. Donc vraiment une confiance énorme. La petite maison de vacances que vous voyez en bas à gauche, c'est pareil, c'était la BLPS, donc Baudouin, Lotz, Prouvé, Forges de Strasbourg, qui était censé la produire en nombre. Donc vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Alors je reviens juste sur la photo précédente, voilà, que je n'ai pas expliqué, c'est que Prouvé avance toujours très vite et chaque étude est toujours reprise, améliorée de manière à pouvoir donner lieu à quelque chose d'encore mieux. Et ce sont de toute évidence ces grandes portes demandées, donc ce programme de portes intérieures demandé par Tony Garnier pour Boulogne-Billancourt, qui ont été reprises pour donc le premier mur rideau qui a été produit par Prouvé sur ce marché de Clichy avec ce même système où on accroche le mur rideau. C'est tout à fait ce qu'on peut imaginer quand on parle de ça, c'est-à-dire que ce sont des panneaux de façade qui sont interchangeables d'ailleurs, qui sont accrochés comme on accroche un vêtement sur un cintre ou un rideau sur une tringle à rideau. Donc c'est vraiment à chaque fois des expériences qui sont reprises et qui sont multipliées et améliorées. Des gens comme Le Corbusier, bien sûr, ont vu tout à fait leur intérêt également à fréquenter Prouvé, des décorateurs, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être là où se pose le plus la qualité du rapport entre les architectes et le constructeur qui était Jean Prouvé. C'est sur cette confiance et cette manière de réussir quelque chose qu'eux-mêmes n'avaient même pas forcément imaginé. Par exemple, vous voyez ici Le Corbusier qui présente son système de casier à bouteilles, c'est-à-dire une ossature primaire dans laquelle on enfile des appartements ou des cellules d'habitation comme des bouteilles dans un casier. Ça, c'est quelque chose, on en a absolument la preuve absolue, qui a été mis au point et inventé par Prouvé. Prouvé était dans une admiration absolument inimaginable par rapport à Le Corbusier, qui a donné lieu, c'est vrai, à des rapports très passionnels avec ses collègues, dans les deux sens d'ailleurs. Et en fait, Prouvé lui a offert carrément ce brevet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était complètement mis au point par Prouvé, et c'est Le Corbusier qui a déposé le brevet. Mais ça l'a pas du tout gêné, Prouvé. Il a trouvé ça tout à fait bien. Donc il n'avait même pas besoin de reconnaissance. Je voudrais terminer avec cette vue qui m'a frappée, moi, pour les rapports peut-être un petit peu
moins directe entre Garnier et Prouvé, mais qui était leur activité d'enseignant, qui a été très très importante, je pense, pour Tony Garnier. Et ça, je pense que dans le catalogue qui accompagne l'exposition actuelle, c'est tout à fait détaillé. Et c'est donc un des travaux de recherche qui a été mené vraiment de manière très très fine. Il n'est pas le seul architecte d'ailleurs à avoir évidemment amené autour de lui des groupes d'élèves et de suiveurs. Pour Prouvé, ça a été encore plus évident, dans la mesure où l'enseignement lui a vraiment permis, pendant 13 ans, de s'échapper un petit peu de sa pratique qui lui plaisait plus tellement. Je ne vais pas revenir sur la carrière de Prouvé, mais sachez quand même qu'il a perdu son usine et qu'on l'a un petit peu formaté dans un rôle de donneur d'idées et d'ingénieur. Et donc le fait de pouvoir s'exprimer devant un public en plus qui n'était pas des étudiants, pas que des étudiants architectes, mais souvent des professionnels qui venaient là, c'était des cours du soir, c'était des cours de perfectionnement aux arts et métiers. Ça lui a permis à la fois de s'en sortir moralement, et pour nous, ça nous a permis également de récupérer toutes ces notes de cours. Et pour quelqu'un qui s'exprimait très très peu par le verbe, comme Tony Garnier d'ailleurs, qui s'exprimait beaucoup plus par le dessin, pour nous, chercheurs, ça nous a vraiment apporté de nombreuses pistes qu'on continue maintenant à explorer. Voilà. Donc je suis désolée, j'étais un petit peu plus longue que prévu. Voilà, donc si vous avez des questions, sans problème. Oui. Ouais. Alors malheureusement non, puisque là on en est vraiment à chercher dans les archives Prouvé. Donc on a pu trouver, on était très contents de trouver quelque chose qui rapproche Tony Garnier et Prouvé. En revanche, on n'en sait absolument pas plus. Et ce que je disais tout à l'heure également, c'est que c'est plutôt bien parce que ça permet de se dire qu'il y a encore plein de recherches à faire. Moi, j'ai pas été du tout vérifiée sur place. Est-ce que c'était à l'école de tissage? Est-ce que c'était la villa du directeur? Est-ce que ça a été effectivement réalisé? Est-ce que c'est pas réalisé? En tout cas, c'est des pistes tout à fait possibles pour des étudiants en architecture ou en histoire de l'art d'aller maintenant creuser des pistes comme celle-là. En tout cas, je pense que dans les archives, il existe des choses, mais bon, moi, j'ai pas poursuivi au-delà. Oui. Oui, peut-être on donne un micro, parce que moi j'entends, mais je ne sais pas si tout le monde entend. Bonjour. Là, c'est une remarque et une question de se dire, nous, on est pas mal de jeunes archis peut-être dans la salle, et quand on voit des choses comme ça, bon, ça nous change notre quotidien, où c'est vrai que souvent on bosse peut-être de manière un peu plus alimentaire, et on rêverait de trouver un entrepreneur comme ça qui, finalement, à qui on lancerait une balle et qui nous la renverrait, et qui ne se poserait pas la question finalement du coût, mais plus de l'idée. Donc est-ce que vous pensez qu'on pourrait continuer à découvrir des choses comme ça, ou remettre en place des choses en rapport avec l'artisanat aujourd'hui dans un monde hyper industrialisé? Je pense d'abord c'est très bien que ça vous fasse rêver, mais c'est pas forcément qu'un rêve, parce que je crois qu'effectivement il existe des gens prouvés un peu partout. Alors c'est beaucoup plus compliqué bien sûr maintenant, parce que même au niveau des conditions dans lesquelles il a pu travailler, il est arrivé à un moment incroyable. Je veux dire, le fait justement d'arriver pile poil au moment
où la tôle mince arrive sur le marché, c'est déjà pas mal. Ensuite, effectivement, d'avoir la confiance d'architectes comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment des entreprises qui sont capables. Alors après, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Administrativement, maintenant, l'architecte ne peut pas dire vous prouvez, vous allez me faire ça. C'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, dans ce que j'ai pu voir, et notamment les entreprises qui sont je dirais impliqués, je dirais presque avec certains architectes. Les architectes maintenant souvent, alors moi je connais quelques cas, alors je vais vous citer ça comme ça, alors vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte là. Jean Nouvel par exemple, il bosse toujours avec les mêmes entreprises. Et c'est le même genre de rapport. Et avec un taux d'échec qui est tout à fait accepté. Alors les clients ne sont pas forcément ravis, mais c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ricciotti, pareil. C'est des gens qui savent s'entourer de gens. Alors, les conséquences peuvent être un petit peu les mêmes aussi. C'est-à-dire que quand j'ai dit Prouvé a perdu beaucoup sur ce marché-là, faut savoir que maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour des entreprises de se dire que ils peuvent se mettre en mauvaise position tout simplement parce qu'ils ont fait avancer les choses grâce ou à cause d'un architecte qui leur a fait confiance. Mais je pense que c'est tout à fait possible de retrouver des circonstances semblables. Peut-être plus d'ailleurs avec des petits artisans qu'avec des grandes entreprises d'ailleurs. Bon, peut-être plus de... Si. Dis-moi. Oui, oui, oui. Moi, ce que j'écoute dans ce que vous me dites ce soir, c'est l'importance que vous semblez donner au rôle de Tony Garnier dans le développement de Jean Prouvé. Oui. C'est quelque chose de très nouveau pour moi, ça. Quand j'avais entendu le fait qu'il y avait eu des éléments de Prouvé dans l'architecture de Tony Garnier, ça, pour vous, c'est un élément qui est ressenti comme assez fort dans ce que vous avez décrit. Est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce que c'est vraiment extrêmement important pour vous? Moi aussi, je l'ai découvert. Je vous avoue que moi, je n'étais jamais rentrée non plus très, très en détail dans cette collaboration. Moi, je travaille plus sur justement le mode de production de Prouvé, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas forcément. Le mobilier, j'y suis venue très très tard parce qu'il y avait déjà cette connotation commerciale, etc. Mais c'est vraiment le mode de production qui m'intéresse. Donc, dans la collaboration avec Tony Garnier, ce qui m'avait intéressé dans un premier lieu, c'était justement cette connexion au niveau des dates et des dates de ce gros marché de Grange-Blanche et de Boulogne-Billancourt et de la mise sur pied des ateliers Prouvé en tant que gros ateliers et presque mini-usines. Voilà. Et en rentrant dans le sujet, je me suis rendu compte que d'abord, je ne m'étais pas trop trompée et qu'en plus, ça allait vraiment plus loin que ça. Et Prouvé a parlé de Tony Garnier en quelques phrases, justement pour dire qu'il avait été le premier, après Malestévins, à lui faire une confiance complète. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important pour lui. En tout cas, il l'a cité. Il a cité très très peu d'architectes. Il a cité donc Le Corbusier, bien sûr. Il a cité Baudouin et Lotz, mais dans un côté un peu négatif, en disant ils m'ont un peu oublié quand ils ont publié des œuvres communes. J'étais repartie au rôle d'entrepreneur au même titre que Schwarz-Aumont, etc. Mais Tony Garnier, c'est vraiment, en relisant ces pages, j'ai eu l'impression que pour lui aussi, c'était très très important. Et il y a eu donc cette espèce de hasard de date qui a fait qu'ils se sont rencontrés à un moment où Prouvé avait le vent en poupe et que Tony Garnier a contribué à continuer à souffler dans le même sens. Je ne pense pas que j'ai exagéré non plus dans cette relation. J'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, je suis très impressionné par tout ça, dans le sens où, pour moi,
Voilà. Oui, moi je pense qu'il y a toute une recherche à faire justement. Ouais. Alors, il y avait eu un travail qui avait été fait par le CAUE c'était qu'en 99, je crois, quelque chose comme ça, quand il y avait eu une maison de sinistrés éprouvés qui avait été montée dans un premier temps. Où est-ce qu'elle avait été montée dans la région. Après, elle a été remontée justement dans les locaux du CAUE à Lyon. Et il y avait eu une petite publication, mais vraiment très très légère, et où il y avait eu justement un listing des réalisations de Prouvé dans la région lyonnaise, mais pas forcément à cette époque-là. Je veux dire, puisqu'il a fait quand même pas mal de choses au niveau de l'université, etc. Et il y avait eu déjà un premier travail qui avait été fait, mais effectivement, il y a tout ce qu'il faut au niveau des archives qui existent pour continuer ce travail, ça c'est évident. Ça, j'en appelle aux étudiants en archi et pour justement reprendre un petit peu le flambeau. Bon, moi j'ai une question un peu dans le sens de celle de monsieur. Avez-vous trouvé de la correspondance entre Tony Garnier et Jean Prouvé? Alors, il y a une correspondance, mais qui est très technique. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est les marchés qui ont été signés. Il n'y a rien de personnel. Faut dire que les archives des ateliers de Jean Prouvé et des ateliers Prouvé ne sont quasiment que des archives graphiques. Et des archives également au niveau des bilans, les archives administratives. Voilà. Jean Prouvé a conservé personnellement quelques correspondances avec des gens comme Le Corbusier, Malestévin, etc. Mais je pense que s'il y avait eu vraiment une correspondance, même une lettre personnelle adressée, approuvée par Tony Garnier, il l'aurait gardée. Et là, non, on n'a rien. Je pense que, de toute façon, Prouvé venait à Lyon très souvent. D'abord, il adorait rouler en bagnole, donc ça lui permettait voilà, de se faire plaisir. Et de toute façon, il était très, très présent sur les chantiers. Donc forcément, ils avaient des relations très directes, de discussion très, très directes. Donc pas forcément épistolaires. De toute façon, s'il y avait eu quelque chose, je vous l'aurais dit, bien entendu, j'aurais été trop contente de trouver quelque chose dans ce sens-là. C'est bon ? Oui. Ben, je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Alors non, il faut que j'arrive à enlever ça sans que l'ordinateur...